Quand j'observe une feuille traversée par les rayons du soleil, j'y vois tout un univers. Et peut-être que vous pouvez également faire cette constatation de cette organisation du vivant, cette énergie qu'il y a et qui est totalement visible. Je m'appelle Pascal Henning, je travaille dans le soin à l'être humain et j'ai été invité à vous présenter ma vision, mon expérience de la puissance intérieure. Mais avant de rentrer dans le cœur de ce que je voulais vous expliquer, j'aimerais vous parler de 4 personnes qui pour moi incarnent véritablement cette puissance intérieure. Alors quand je dis incarnent cette puissance intérieure, c'est qu'ils l'ont montré dans leur vie publique, mais aussi dans leur vie privée. Et à mon sens, donc c'est un exemple humain tout à fait intéressant et puis également source d'inspiration pour moi. Alors la première personne dont je voulais vous parler, c'est Mère Teresa, qui est décédée en 1996 et qui était, selon moi, qui représente véritablement une puissance d'amour et de joie. Et une de ses phrases qu'elle répétait assez régulièrement, c'est la suivante. La révolution de l'amour commence par un sourire. Souriez 5 fois par jour à une personne à qui vous n'avez pas du tout envie de sourire. Vous devez le faire pour la paix. Alors on va commencer tout de suite la révolution du sourire. Et je vous invite donc à sourire. Et vous pouvez constater que ce sourire, il fait du bien. Il pose. Et on sent peut-être une sorte de puissance qui s'installe en nous. Mère Teresa, pour moi, incarnait véritablement cette puissance de joie et d'amour. Alors sachez également que vous pourrez sourire à une personne qui n'est pas physiquement présente devant vous. C'est une possibilité. Mais il y a aussi une personne très importante à qui vous pouvez sourire, c'est vous-même. C'est le sourire intérieur. Et si vous expérimentez ce sourire intérieur, si vous envoyez un sourire à une partie de votre corps qui en a besoin, vous allez sans doute sentir un apaisement, quelque chose se poser en vous, quelque chose se nourrir en vous. Je vous invite à faire cette expérience quand le moment sera venu. La deuxième personne dont je voulais vous parler est le Bouddha Sakyamuni. Alors je ne vais pas rentrer dans sa biographie qui est assez intéressante en soi, mais sans doute un peu romancée, mais quand même symboliquement aussi intéressante par toutes les épreuves qu'il a dû traverser, toutes les souffrances qu'il a endurées pour arriver à ce qu'il a appelé lui-même l'éveil. Et j'aimerais vous citer 3 de ses paroles qui vont éclairer notre sujet. Tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi-même ton propre chemin. Tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi-même ton propre chemin. Soyez à vous-même votre propre lumière. Soyez à vous-même votre propre refuge. Soyez à vous-même votre propre lumière. Et puis, si tu laisses reposer une eau boueuse, elle s'éclaircira. De même, si tu laisses reposer ton esprit troublé, la chose à faire t'apparaîtra clairement. Et là, on touche un point très important. La chose à faire clairement. C'est-à-dire, en tant qu'être vivant, en tant qu'être incarné, qu'est-ce qu'on doit faire clairement? Et pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire clairement pour que ça apparaisse clairement? Poser son esprit. Poser son esprit. La troisième personne que je voulais vous évoquer est une personne qui a créé un art martial tout à fait original. Un japonais, Morihei Ueshiba, qui est décédé en 1969. Et il a créé un art martial qu'il a nommé au fur et à mesure Aikido, la voie de l'énergie, de l'harmonie des énergies ou de l'énergie. Alors c'est un art martial tout à fait original, parce qu'en fait, il a mis en place une rupture par rapport à ce qui existait jusqu'alors. Dans les arts martiaux,
l'entraînement consistait à pouvoir développer une capacité finalement destructrice vis-à-vis d'un adversaire. Et là, dans l'aïkido, il y a déjà une rupture dans l'esprit. L'adversaire n'est plus considéré comme tel, mais comme un partenaire. Et donc l'opposant, on va essayer de canaliser son énergie et de la diriger pour la dissiper éventuellement dans des immobilisations ou dans des projections. Et ça, c'est une rupture majeure, parce que pour Morihei Ueshiba, détruire n'était pas finalement une victoire, même si c'était protéger son intégrité. Et il a trouvé une réponse pratique et réaliste en proposant cet art martial qui, du coup, maintenait une sorte d'harmonie universelle qui le satisfaisait pleinement. Et en cela, ça a été véritablement une révolution dans les arts martiaux. Alors, une des paroles qu'il prononçait est la suivante. Tenez-vous au milieu de la création. Tenez-vous au cœur. Tenez-vous au centre de votre cœur. Et écoutez le chemin de l'écho de la montagne. Alors, l'écho de la montagne dont parle Morihei Ueshiba, c'est le silence, l'écoute du silence en vous et sa vibration. Le quatrième personnage dont je voulais vous parler est un Américain. Il s'appelle Roger McGowan. C'est un Américain qui est né dans un quartier très pauvre de Houston et qui a été condamné à 24 ans, à l'âge de 24 ans, à la peine capitale. Donc condamné à mort, pour un crime qu'il n'avait pas commis parce que ce jour-là, il travaillait. Alors, au cours d'interminables procédures, qui sont allés jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, sa peine a été commuée en prison jusqu'en 2036, où il pourra à ce moment-là éventuellement demander une libération sous caution. Alors, il s'est laissé accuser de ce crime parce que, en fait, au début, il était très affecté par le décès de sa mère. Et le responsable qui était son frère, Charles, il a voulu le protéger et il pensait qu'il allait être dédouané très rapidement du fait de son alibi, puisqu'il travaillait ce jour-là. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. L'avocat qui lui a été commis d'office était un alcoolique notoire, qui d'ailleurs se vantait d'avoir le plus grand nombre de condamnés à mort des États-Unis et qui s'endormait lors de son procès. Et donc son procès fut expédié extrêmement rapidement par un juge qui le condamna à mort sans chercher plus loin. Et alors, à partir de là, il y a eu quelque chose d'extraordinaire chez Roger McGowan. Il a pris une décision cruciale, une décision qui a changé sa vie d'ailleurs. Et cette décision, ça a été de chasser la haine qui était en lui. Il a décidé de chasser la haine qui était en lui et de l'empêcher de revenir cette haine aussi. Malgré les circonstances et la pression physique, la pression morale, malgré la difficulté dans laquelle il était, il a décidé de faire ça. Et c'est ça qui a pu amener chez lui, qui a nourri une puissance de résilience et une puissance d'amour aussi chez lui. Et je trouve cela tout à fait extraordinaire, véritablement. Il est actuellement toujours en prison. Et une des phrases qui l'a aidé, et qui continue à l'aider donc, est la suivante. Je sais au fond de mon cœur, et je sais au fond de mon âme, que Dieu a un plan pour nous tous, moi y compris. Et un jour, ces chaînes me relâcheront. Donc McGowan a trouvé un sens à ce qu'il vit, et ça a été pour lui la possibilité de développer la puissance de résilience et une puissance d'amour dans sa vie. Et ces 4 personnalités que j'ai citées, pour moi, ont incarné cette liberté d'être et d'être vivant, d'être eux-mêmes. Mais qu'est-ce que la puissance en fait? La puissance peut être définie comme la force qui agit ou la force qui donne un mouvement. Mais au-delà de cette définition et par rapport à notre propos, la puissance intérieure,
c'est la puissance de la vie. Et je considère que cette puissance de la vie, cette puissance intérieure qu'on essaie de définir, c'est véritablement notre liberté d'être vivant, mais aussi liberté d'exprimer cet être vivant. Ça, c'est notre puissance intérieure, selon moi. Et ces 4 personnalités que j'ai citées, pour moi, ont incarné cette liberté d'être et d'être vivant, d'être eux-mêmes. Néanmoins, cette puissance intérieure, cette liberté d'être, elle est conditionnée. Elle est conditionnée depuis la vie fœtale et vraisemblablement depuis l'enfance, par tout un tas de règles, par tout un tas de conditionnements, par tout un tas d'éléments imposés pour nous structurer dans un cadre qui peut être également sociologique et lié à l'espace-temps. Par exemple, une personne qui est née en France en l'an 2000 n'aura pas les mêmes conditionnements sociétaux qu'une personne qui est née en Inde en 1800, évidemment. Alors pourquoi je parle de tout ça? Parce que ces conditionnements vont avoir un impact sur les différents plans que constitue l'être humain. Le plan physique, bien sûr, mais aussi le plan émotionnel, le plan psychique. Alors, qu'est-ce que c'est que le plan psychique? Le plan psychique, c'est un prisme que je vais mettre sur le monde extérieur, mais aussi sur mon monde intérieur. Quand je dis un prisme, ça va être un jugement. Par exemple, si je dis « il fait beau », eh bien, en fait, ça, c'est un prisme. Il fait beau, c'est pas un élément tangible. Je peux dire il y a des nuages, je peux dire il y a du soleil, je peux dire il y a du vent. Ça, c'est tangible. Mais il fait beau, c'est un jugement. Alors, ces jugements ne sont pas forcément négatifs, hein. Ils sont naturels. Mais ils sont plus ou moins contraignants, plus ou moins lourds à porter, et surtout plus ou moins conscients. Par exemple, si je dis personne ne m'aime, ou si je pense dans mon fort intérieur personne ne m'aime, là ça va être embêtant. Je ne pourrais pas nouer une relation spécifique avec qui que ce soit et constructive. Si je dis on n'a rien sans rien, ou il n'y a rien de gratuit, tout est coûteux, eh bien en fait, dès que je vais être confronté à quelque chose qui serait potentiellement gratuit ou qui serait offert, là, je vais chercher inconsciemment un coût masqué ou quelque chose que je devrais. Par exemple, on entend souvent également cette phrase « je n'ai pas le choix ». Et ça, c'est un conditionnement, c'est un prisme. Alors ça peut être dérangeant de l'admettre, mais si vous creusez, vous allez vous apercevoir qu'il y a une hiérarchie de peur et de risque qui a été mise en place, une hiérarchie, et que dans cette hiérarchie, il y a eu un renoncement à un positionnement dans le oui ou dans le non. Ça peut être effectivement dérangeant à admettre. Donc les jugements, les conditionnements qui se sont mis en place progressivement dans notre vie vont nous conditionner dans notre entrée dans la vie, dans notre place dans l'existence. Et du coup, prendre la mesure de ces conditionnements va nous permettre de nous inscrire dans cette liberté d'être vivant, mais aussi dans notre puissance de vie et d'exprimer cette puissance intérieure. Alors, il ne faudrait pas croire que ces conditionnements sont uniquement psychologiques ou psychiques. Ils peuvent être également physiques. La biomécanique du corps humain est en permanence adaptable, mais va aussi se conditionner par des postures, par des mécanismes automatiques. Mais c'est modulable en permanence par rapport aux circonstances. Alors avant de continuer dans le propos, dans ce que je voulais vous expliquer, il y a deux notions importantes dont je voulais vous parler. La première notion, c'est l'économie d'énergie. C'est une loi qui pourrait être généralisée à tout système vivant, mais en tout cas qui existe chez l'être humain. L'énergie, c'est le moteur de la vie. Et l'économiser l'énergie va devenir quelque chose de primordial. Et pour économiser l'énergie, il va y avoir la mise en place de mécanismes automatiques. Et par exemple, dans la marche, pour l'apprentissage de la marche, le petit enfant va nécessiter une grande énergie pour fabriquer des muscles. Il va devoir se mettre debout,
il va ensuite apprendre un équilibre qui est relativement instable, il va essayer d'avancer, il va avancer une jambe, il va retomber sur ses fesses, il va avancer sur plusieurs pas, retomber, et petit à petit, il va réussir à mettre en place cette marche, et petit à petit, il va réussir même à gambader et à marcher, ce qui est tout à fait charmant. Mais tout ça lui a coûté beaucoup d'énergie. C'est naturel, mais ça lui a coûté beaucoup d'énergie. Et cette énergie va s'automatiser. La marche va devenir automatique. Alors ça, c'est intéressant parce que ça lui permet de mobiliser son énergie pour autre chose. Mais ça a un inconvénient, c'est que ça va structurer l'individu dans ce schéma de fonctionnement. Donc l'apprentissage de cette marche va être très coûteux en énergie. Et donc il va y avoir une automatisation, ce qui va lui permettre d'économiser de l'énergie pour autre chose. Il ne faudrait pas croire que cette automatisation ne concerne que le plan physique. Ça concerne également le plan psychique et le plan émotionnel. Par exemple, il peut y avoir un schéma qui est peur, colère, tristesse, ou colère, peur, tristesse. Quelque chose va me faire peur, ça va me mettre en colère, et après je vais être triste de ne pas pouvoir me maîtriser. Ça peut être un schéma et on peut tourner en rond là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que ces schémas sont vivants et donc ils sont préhensibles. On peut se les approprier différemment. On peut retrouver une certaine liberté, une certaine malléabilité dans ces schémas de fonctionnement. Sur tous les plans, que ce soit sur le plan psychique, que ce soit sur le plan émotionnel, mais aussi physique. Et donc par exemple, sur le plan physique, il existe différentes approches. Le yoga va vous permettre de réintégrer une liberté d'être dans votre corps et dans votre esprit. Des espaces de liberté vont pouvoir être trouvés aussi dans les arts martiaux. Vous avez également des approches plus spécifiques comme la méthode Ehrenfried, comme la méthode Feldenkrais ou le Tony, qui vont travailler sur l'éducation somatique et la malléabilité du corps. La deuxième notion dont je vais vous parler, c'est l'interrelation entre tous les éléments dont je vous parlais, mais tout de même avec un passage obligé qui est le corps. Je m'explique. Tous les plans que j'évoquais, le plan émotionnel, le plan physique, le plan psychique, etc., sont en interrelation. Et ces relations sont bijectives, c'est-à-dire dans les deux sens. Néanmoins, le corps est un impératif qui a des besoins et qui a une harmonie et un sens à trouver avec tous les autres plans. Pour reprendre une phrase connue, l'être humain est un être spirituel qui fait une expérience physique. Alors, tous ces plans que j'évoquais sont en interrelation et vont agir les uns avec les autres. Mais il ne faut pas croire que tous ces plans dépendent du plan physique. Par exemple, les émotions. Je peux me persuader que le monde est beau et bon, mais si je ne le ressens pas au fond de moi, ça va être invivable. Alors nous sommes des êtres de liens et de relations. De liens dans tous les sens du terme. Et nous sommes un agrégat de parties qui sont en interrelation. C'est valable des cellules jusqu'aux organes, mais aussi sur tous les plans que j'évoquais tout à l'heure. Le corps est en relation avec les émotions sont en relation avec le corps, le psychisme est en relation avec le corps, qui est en relation avec les émotions. C'est tout un système qui est en interrelation. Mais il ne faudrait pas croire que c'est uniquement le corps qui induit les émotions. Par exemple, je peux très bien avoir une mauvaise nouvelle et sentir effectivement comment ça va impacter mon énergie. Je vais me sentir fatigué ou abattu. A l'inverse, une heureuse nouvelle va m'induire un état euphorique ou me transporter. À noter également cet article dans Science et Avenir de janvier 2020 qui expliquait que 8 heures de méditation, donc ça concerne des personnes assez expérimentées, 8 heures de méditation modifiaient les gènes responsables de l'inflammation et du vieillissement dans les cellules. Alors comment Roger McGowan a réussi physiquement
à absorber physiquement tout ce qui lui est arrivé. Comment il a réussi à rester dans cette vigilance de chaque instant pour rester en paix. Dès que possible, il met son corps en mouvement, il lui laisse une possibilité d'expression. Le deuxième point, c'est qu'il ne perd pas d'énergie à contester. Il essaie d'être présent, juste présent à ce qui lui arrive. Le troisième point, c'est qu'il fait confiance en lui, à son corps, mais aussi à ce qui est plus grand que lui. Et puis finalement, il va investir, il va choisir d'investir toute son énergie à s'entraîner, à mettre en place ses valeurs et à vivre ses valeurs. Et ça, il le fait à chaque instant, parce que chaque instant est précieux, puisque peut potentiellement être le dernier. Alors à présent, je vous propose de faire une expérience, de participer à un exercice assez simple qui va vous permettre d'expérimenter ce que j'expliquais, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Vous allez, dans un premier temps, juste sentir le poids du corps sur la pointe des pieds, sur les talons, sur la pointe des pieds, sur les talons, sur la droite, sur votre gauche, et essayez juste de prendre conscience de votre corps là, de sa position, et comment vous habitez votre corps et comment vous y êtes centré. C'est juste un état des lieux très simple dans un premier temps. Voilà. Cet exercice en tant que tel, c'est déjà quelque chose qui va vous permettre de poser votre esprit dans votre corps. À présent, vous allez simplement lever une jambe, donc amener le genou à l'horizontale et essayer de maintenir cette jambe dans cette position. Alors là, plusieurs possibilités. Est-ce que vous arrivez à la maintenir pendant que je parle, pendant que je suis dans cette position? Est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que vous vous sentez obligé de reposer le pied? Et si vous reposez le pied, qu'est-ce qui se passe pour vous? Dans quel état vous êtes? Est-ce que c'est quelque chose, vous sentez qu'il y a une injonction de ma part? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes dans une critique de vous-même? Est-ce que vous ressentez peut-être du dépit ou un jugement par rapport à vous-même? Et donc là, ça vous permet d'expérimenter les schémas qui existent de vous à vous-même, de vous par rapport à votre vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce geste très simple, lever la jambe? Est-ce que vous avez mis en place des jugements? Est-ce que vous avez des schémas émotionnels qui sont ressortis? Est-ce que vous vous êtes critiqué? Est-ce que vous avez estimé que j'avais des injonctions pour vous obliger à lever la jambe? Voilà. Et ça, c'est un éclairage qui va vous montrer comment fonctionne tout ce mécanisme dont je parlais tout à l'heure. À présent, on va passer à une deuxième phase, un exercice très simple également. Et puis, vous allez donc lever l'autre jambe, parce que vous avez mis en place un automatisme. Habituellement, on a une jambe d'appui classique et une jambe mobile. Quand vous attendez debout, souvent, on va se mettre sur une jambe. C'est la jambe d'appui. Et la jambe mobile, c'est la jambe qu'on va faire bouger, mobiliser en premier. Donc là, c'est ce que vous avez fait, c'est un automatisme. C'est aussi intéressant de prendre conscience de ça. Donc là, je vous invite à lever l'autre jambe. Donc toujours à 90 degrés, c'est-à-dire à hauteur de la hanche. Vous allez lever cette jambe. Et puis tout d'un coup, vous allez fermer les yeux. Qu'est-ce qui se passe si je ferme les yeux? Est-ce que vous vous sentez instable? Est-ce que vous vous sentez obligé de reposer la jambe, le pied? Est-ce que pour vous, ça devient difficile? Est-ce que c'est impératif? Est-ce que émotionnellement, vous êtes troublé? Est-ce que vous vous jugez inapte à faire ça? Est-ce que vous estimez que ce n'est pas possible, vous ne savez pas le faire et que c'est normal? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé en vous pendant ce moment-là? Qu'est-ce qui vous a empêché d'être dans votre liberté d'être? Et est-ce que vous avez réussi à être dans votre liberté d'être? Parce que cette liberté d'être, moi je ne peux pas être vous-même à votre place. Tout comme vous ne pouvez pas être moi-même à ma place. C'est à vous d'être vous-même. C'est à vous de vous installer dans ce que vous êtes vous-même. C'est à vous de prendre votre place et votre liberté d'être dans cette place.
Si on enlève tous les jugements, tous les a priori, tous les il faudrait, il faut, est-ce que ça simplifie votre posture? Est-ce que vous arrivez à lever simplement la jambe et fermer les yeux et rester dans votre corps? Alors je vous ai proposé cette expérience pour mettre en évidence, pour mettre en lumière la relation, toutes les relations qui existaient entre votre psychisme, vos émotions, vous voyez, vos conditionnements là-dedans. Et puis surtout pour vous proposer de faire évoluer ces conditionnements et de les transformer vers votre liberté d'être vous-même, et de trouver un chemin là-dedans. Et donc, être vous-même. Être vous-même, c'est l'invitation à mettre en place cette puissance intérieure dans votre vie et la liberté d'être vous-même. Sachez que vous pouvez être épaulé là-dedans, mais que la vie va aussi vous épauler là-dedans. Parce que votre place unique et originale est intéressante à proposer à la vie. Et la vie va vouloir s'installer dans cette place et se manifester dans cette place originale et unique qui est la vôtre, vous-même. Donc prenez la place qui est la vôtre, occupez cet espace qui est le vôtre, soyez vous-même. Prenez toute la conscience de vous en tant qu'être de vie. Et la conscience de cette conscience va nourrir le sens et la puissance que vous allez mettre dans votre vie. Installez-vous dans votre corps et ressentez l'harmonie et le confort d'être vous-même et de vous permettre d'être vous-même. C'est une possibilité, c'est un chemin. Merci de votre écoute.